produis aujourd'hui du contenu hautement politisé dans la critique des religions. Tu es une militante athée revendiquée et tu critiques en extrême majorité l'islam sunnite. Être associé à ce genre de discours pour un événement public, ça pourrait forcément faire un peu peur. Et ce, à tort ou à raison. On pourra y revenir dans l'entretien. Et la seconde est que du contenu politisé, tu en as toujours plus ou moins produit. T'as eu des positions et des propos généralement qualifiés d'extrême droite. Oui. Et parfois, il y a eu des qualificatifs bien pires pour ce que tu as déclaré, notamment sur X. Et d'ailleurs, je m'en suis jamais caché, c'est l'une des raisons qui m'ont initialement fait dire que toi et moi, on pourrait pas s'entendre. Parce que beaucoup trop éloignés sur le plan idéologique. Alors aujourd'hui, évidemment, cette position, elle a beaucoup bougé. Le fait est qu'on nous voit souvent ensemble, que ce soit sur des lives, ou enfin surtout sur des lives d'ailleurs. Ce qui me fait dire en aparté qu'évidemment, je suis pas totalement neutre dans l'entretien. C'est important que je le verbalise quand même pour les gens qui écoutent. Oui. Parce qu'on est copains. Donc forcément, bien sûr. Ça veut pas dire que j'ai pas d'accord surtout. Ça veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, d'une part, et que j'ai été compatissant dans l'écriture dans la préparation de l'entretien. Donc, et c'est pour ça que j'ai accepté aussi et que je t'ai remercié, parce que je pense que déjà, personne ne me l'a proposé. Personne ne m'a demandé ce que je pensais encore de ce que j'ai pu dire par le passé. Et ensuite, parce que je pense que t'es l'une des personnes les mieux placées qui me l'a proposé pour le faire, parce que j'ai confiance au fait que tu ne m'épargneras pas, et c'est ce que j'attends. Parce que si je veux pouvoir justement dire tout ce que j'ai à dire, il faut qu'on me pose les questions sans me ménager. Sinon, ça sera compliqué de faire passer réellement tout ce que j'ai à dire. Voilà. En tout cas, je te remercie de t'être prêté à l'exercice, et c'est tout à ton honneur. D'ailleurs, je précise que quand je prépare un entretien, parce que c'est pas le premier entretien que je fais sur cette chaîne, on en a eu sur divers sujets, moins politiques, mais généralement, je prépare mes questions à l'avance et je propose d'envoyer le script avec l'ensemble des questions pour que la personne puisse éventuellement préparer. Toi, t'as refusé, donc c'est tout à ton honneur. À tes risques et périls. Ah mais voilà, c'est pas ça. Si tu veux, j'explique en une petite phrase. C'est juste pour, comment dire, dans un souci de montrer que je n'ai pas préparé mes réponses, qu'elles sont spontanées en fait. Que ce n'est pas si tu veux, un coup monté pour essayer de me racheter ou de faire croire des choses. Vraiment, j'ai envie de montrer de manière naturelle ce que je pense aujourd'hui. Je veux vraiment que ce soit ça qui en ressorte. Et moi, j'avais peur qu'en lisant tes questions, que je me prépare trop et que j'aie des réponses par automatisme et que ça perde du coup de cette authenticité et de ce côté naturel. Voilà, tout simplement. Après, c'est deux façons de faire, mais effectivement, ça sera plus authentique, comme tu l'as dit. Pour en revenir aux The Event, tu as donc été remercié de cet événement pour, il me semble, au moins les raisons que j'ai évoquées. Et donc voilà, c'est ce que je disais, il y a au moins une petite injustice que j'aimerais corriger, et c'est le but de cet entretien, c'est qu'on ne t'a pas effectivement demandé explicitement quelles étaient tes idées et positions à toi, Cassius Lady, en 2025. Parce qu'on parle beaucoup à ta place et qu'on te fait dire ou penser des tonnes de choses. Que ce soit sur TikTok, sur X, voilà, on a vu beaucoup de choses que tu aurais dites, d'autres que tu as vraiment dites, et ça on ira vraiment sur ce terrain-là aussi. Mais il y a beaucoup de propos qu'on t'invente et des qualificatifs très graves, parfois très graves, qu'on te prête. Voilà. Alors, du coup, il y aura plusieurs sujets et questions qu'on va aborder. Certains pour lesquels je connais au moins en partie ton opinion, mais je te les poserai quand même comme si je ne savais pas. C'est important. Et je regarde où j'en suis dans mon fil. Et donc, évidemment, je vais fouiller les poubelles sur ton X. Mais peut-être dans l'espoir de les vider. On sait pas. Ou pas, on verra bien. Ou pas. De toute manière, il y aura un peu de tout, j'imagine. Est-ce que déjà tu souhaites revenir sur ce que j'ai dit dans ce préambule ? Oui, sur une chose. Être très clair là-dessus. Le The Event font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que ils ont la liberté de refuser ou de faire venir des gens comme ils en ont envie. C'est leur droit, c'est leur event. Donc, ils ont le droit de le gérer comme ils veulent. Ça, je le remets pas du tout en question. Moi, ce qui m'a posé problème, c'est que pour pouvoir m'exclure, déjà, il y a une charte qui est sortie, alors que c'était la première fois qu'on voyait ça dans le The Event, mais c'est surtout suite à quoi ? Suite à une vague d'harcèlement, de diffamation, de pression
Il y a pas mal de vidéos qui ont fait des centaines de milliers de vues, qui font pression réellement sur The Event en mettant sur le devant le blasphème et en menaçant de boycott le The Event. Et moi, ce qui me pose problème et ce que je trouve dramatique, c'est que j'ai été exclue sans avoir d'informations. Donc le The Event, finalement, a validé toute cette pression qui sous-entendait que j'étais raciste et islamophobe. C'est ça le problème. C'est pas qu'ils m'aient recalé, ça c'est pas un problème, ils font ce qu'ils veulent. C'est comment ça a été fait, à quel moment ça a été fait, après une vague d'harcèlement pendant 48 heures de diffamation et de propos tout simplement insultants et diffamatoires. Voilà. Là, on y reviendra évidemment. J'avais une question que j'aurais voulu poser à la fin, mais j'ai évoqué des raisons. Et il y a une raison qui aussi ressort souvent sur ta potentielle exclusion du The Event, et notamment c'est un tweet que tu as fait le 3 avril 2024. Donc je vais te le lire. Zerator serait donc une petite environ Thibaut InShape, car soi-disant problématique. Faut quand même préciser, ce sont des termes, parce que tu vas pas le dire, mais c'est un mot. Les mots ont leur importance. De comment ils sont dit. C'est pour ça quand tu dis c'est surtout pour TikTok, mais voilà. Alors c'est une petite épelons-le. BITE, voilà. Petite BITE, environ Thibaut InShape, car soi-disant problématique. Effectivement, je vais essayer de dire les termes sans les dire. Voilà. Ce monde est plein de petites BITE, à tendance sans testiboule. On repense à Sardoche, d'ailleurs, qui a dû se plier pour plus être cancel, se privant ainsi de sa liberté de conscience et d'expression. Tristesse, la liberté d'expression et d'opinion sont en danger à cause de 100 testiboules comme Zerator. Tristesse. Ouais. Donc déjà, il y a quand même des propos qui sont insultants aussi, pour le coup. Oui. Envers Zerator. Est-ce que tu comprends que ça peut vraiment jouer sur l'exclusion d'un événement ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est sûr. Mais comme j'ai dit, je remets pas en question mon exclusion. Je remets en question de comment ça a été fait et après quelle pression ça a été fait. C'est-à-dire que ce message-là, je le referai aujourd'hui, mais je changerai la fin. Je ne dirai pas Zerator parce que je sais que c'est pas lui finalement. C'est une pression qui a été exécutée sur des décisionnaires qui ont dû prendre des décisions. Est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont pas bonnes ? Je pense que moi, vous avez compris que mon avis, c'est pas bon. Quand tu cèdes à une pression populaire, ça va pas. Et là, en l'occurrence, pour Thibaut InShape, c'est exactement ce qui s'ait passé. Thibaut InShape n'a jamais eu aucun propos problématique, réel, je veux dire des trucs qui pourraient être répréhensibles judiciairement. Et le fait qu'il ait été évincé comme ça l'année dernière, oui, je suis désolée, c'est bien un constat que aujourd'hui il y a une facilité à céder à cette pression-là, de ce qui est politiquement correct de dire. Mais en fait, on s'en fout du politiquement correct. Ce qui compte, c'est la loi. Est-ce qu'il a le droit de le dire ? Est-ce qu'il a le droit de dire ce qu'il pense de cette façon-là et de faire ce qu'il fait ? Oui, il a le droit. Et c'est pas parce que des gens le considèrent problématique qu'il l'est. C'est la justice qui prime, c'est la loi, c'est pas l'avis d'un collectif qui aura fait suffisamment de pression et suffisamment de bruit en harcelant sur Internet. Ça, c'est pas acceptable. Et donc, c'est ça que dénonçait ce message-là. Et je tiens à rappeler que je suis très sarcastique, tu le sais, j'aime bien un petit peu la provoque, et que l'emploi du mot BITE n'est pas anodin. Je n'étais pas énervée, c'était pas une insulte pour dire « Ah là là, regardez, c'est vraiment tous des lâches !» Non. C'était... Là, il manque un peu de cran, hein, un peu comme on dit à quelqu'un, petite BITE, tu vois, ou petite... t'as compris. C'était un tweet, effectivement, qui est un peu injurieux, on va pas se mentir, et c'est la dernière phrase, moi, que là, aujourd'hui... je remets en question. Et aujourd'hui, je la répéterai pas, cette dernière phrase. Mais le reste, je pourrais le répéter, le reste. J'imagine la première aussi, du coup. Zerator serait donc, parce que là, tu le vises spécifiquement, Zerator serait donc... Je la reformulerai. C'est-à-dire que j'ai utilisé le serait inconditionnel. C'est volontaire. C'est du conditionnel parce que dans le droit, le conditionnel permet justement de dire est-ce que c'est vrai ? Peut-être il manque un point d'interrogation. Alors que, voilà. C'est vrai qu'il n'y en a pas. Je l'aurais reformulé. Ce tweet est mal formulé. Je l'admets.
Mais son essence et l'utilisation du mot BITE, les comparaisons qu'il y a dedans, je pourrais le refaire aujourd'hui parce que, comme je l'ai expliqué, c'est un tweet qui se voulait sarcastique et provocateur parce que là j'étais témoin. Je n'étais pas concernée. Je me sentais justement totalement dans l'incapacité de faire quoi que ce soit pour montrer ma révolte par rapport à cette décision. Donc en tant que simple spectatrice, je me suis permise de dire ça. Parce que je pense que c'est important que les gens prennent position quand ils sont simples spectateurs. Parce que si eux ne prennent pas position, les autres vont le faire. Voilà. Sur ce fond, effectivement, on tombe d'accord. Sur la forme, tu sais, moi, tu me qualifies de gentil. Je l'aurais pas fait comme ça, bien sûr. Je sais. Mais on aura l'occasion de revenir sur les formes, justement, sur le côté taquin que tu peux avoir, ou même tu te qualifies toi-même de troll. Tu te qualifies. Oui. On va y revenir un peu plus précisément dans certaines... Pas tout le temps, mais sur des fois, oui, des fois. On en parlera après, effectivement. Yes. Alors, une autre question en préambule assez importante, je pense, mais tu peux ne pas y répondre si vraiment t'as pas envie, c'est si tu devais te situer sur la ligne politique de droite à gauche aujourd'hui, tu te situerais où ? Ou pas du tout sur cette ligne, par exemple, aussi, c'est possible. Aujourd'hui, je ne sais pas. Parce que je sais ce que je veux défendre, je sais ce qui est important pour moi. Pas sur tous les plans, genre économique, je suis dans le flou, tu vois. Je suis vraiment très confuse d'un point de vue économique. J'ai des idées de gauche comme de droite. Mais dans l'ensemble, c'est-à-dire économiquement, philosophiquement, etc., je pense que j'ai des valeurs d'entraide de gauche, des valeurs de libertaire de gauche. Mais aujourd'hui en France, je retrouve pas cette gauche démocratique qui se bat pour la liberté d'expression, qui se bat pour nos libertés individuelles et nos droits, et l'égalité des droits, tout ça en même temps. Je ne le retrouve pas, cette gauche qui lutte pour tout ça en même temps. Je retrouve des éléments dans la gauche, et même à droite, la liberté d'expression, à droite, ils la défendent aussi. Je retrouve un petit peu de tout ça, mais je ne trouve pas un parti ou un mouvement qui réunit tout ça. Je trouve pas. Donc, je suis ignorante. Ça existe, ça veut pas dire que je ne connais pas, que ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, je suis incapable de le dire. J'en sais rien. Je ne sais pas. En France, je sais pas. Si je devais donc redire tes propos, mais en gros, c'est que t'as peut-être un courant de pensée qui est de gauche, mais qu'effectivement, la représentativité de la gauche aujourd'hui te satisfait pas en France. Ouais, je dirais que c'est ça. Ok. Oui. Et je dirais même que pour certains éléments, je les trouve beaucoup plus fervents à droite. Sur certains points de liberté d'expression, moi, le soutien que j'ai eu, c'est majoritairement, pas que, mais majoritairement des personnalités de droite ou d'extrême droite. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise ? Tu leur dises ne me soutiens pas, t'es un gars d'extrême droite comme ils font ? Non, non, ils me soutiennent. Sur d'autres sujets, on va pas être d'accord. Je donne un exemple, Alice Cordier qui avait fait un tweet où elle essentialisait ou amalgamait en tout cas musulman et islam. Je me suis pas gênée pour republier son tweet en lui disant ce que je lui reprochais dans son tweet. Est-ce que quelqu'un l'a souligné ça ? Non, personne l'a souligné. Et pourtant, je l'ai fait. Et pas qu'une fois. Pas que pour elle. Mais quand elle vient me soutenir, je lui dis quoi ? Je lui dis ouais, non, j'ai pas besoin de ton soutien. Si, j'ai besoin de ton soutien. Parce que j'ai besoin du soutien des gens qui sont d'accord avec ce que je dis là, à ce moment-là. Pas qui sont d'accord avec moi sur tout ce que je dis. Mais sur cet élément-là, j'ai besoin du soutien des gens qui valident et qui sont d'accord avec moi. Donc je vais pas leur dire d'aller se faire voir. Je suis désolée. Que vous soyez de gauche, de droite ou peu importe. Voilà. Ça a été souligné dans 2-3 tweets d'ailleurs, que les personnes qui t'ont défendu par rapport à l'affaire du The Event, c'était des personnes, il y a eu Alice Cordier que t'as cité, il y a eu, alors le policier, j'ai oublié son nom, l'ex-policier. Bruno Attal. Qui est... Psychodélique. Oui. Ouais, effectivement, il y a des gens qui vont du coup faire ce genre de déshonneur par association, parce que c'est des personnalités qui sont aussi qualifiées d'extrême droite, et c'est, j'ai pas envie de dire dommage, mais c'est ces personnes-là qui vont te soutenir. Donc forcément, il y a encore ce déshonneur par association qui se fait. Sur ce sujet-là, oui. Oui. Mais quand, par exemple, je parle de que je suis contre l'interdiction du port du voile, ils me soutiennent pas. Tu vois ? Et je leur en veux pas. Ils ont raison. Enfin, ils ne partagent pas mes opinions. Je veux pas leur demander, leur dire, là, vous me soutenez quand ça, mais là, vous me soutenez pas. Ce serait ridicule. Chacun a ses idées, mais quand on a une idée, ce qui serait bien, c'est qu'on n'ait plus peur de la dire. Qu'on n'ait plus peur, en fait. Tout simplement, de donner son soutien quand on est d'accord avec une idée, peu importe qui c'est. Reggie Le Gorilla,
qui ne m'aime pas et me diffame aussi un peu sur certains points. Il y a eu des mots très violents de sa part. Oui, mais même avant ça, enfin bref, je l'ai soutenu quand il s'est fait démonter pour sa blague. Pourtant, lui et moi, on n'a pas beaucoup d'autres choses en commun sur ce sujet-là, mais pourtant, je l'ai défendu. Parce que c'est ce que je pense. Il n'a pas à subir ça. On doit lui foutre la paix. Sa blague était drôle en plus. Et on n'a pas à lui foutre la pression pour ça. Je n'ai pas peur si tu veux, de donner raison sur un sujet à quelqu'un avec lequel je suis en profond désaccord sur tout le reste. Ça me dérange pas. Et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui aussi. D'avoir ce courage de dire, bah là, je suis pas d'accord avec vous. D'habitude, je suis pas d'accord avec cette personne. Mais là, pour le coup, je lui donne raison. Voilà. C'est un reproche que tu ferais à on va dire, l'atmosphère de la société actuelle, que de dire que effectivement il y a une dichotomie gauche et droite véritable, vraiment il y a une polarisation qui est, oui. Et c'est soit on est tout l'un, soit tout l'autre, mais pas d'entre deux. Et je dirais que c'est surtout le refus du débat, le problème. C'est que quand quelqu'un a une idée qui semble être totalement, diamétralement opposée à la tienne, eh ben il y a cette facilité de dire non. Toi, t'es un facho. Ou non, toi, t'es un gauchiste. Non, toi, ça sert à rien de parler avec toi, j'ai pas envie. Bah, ça, pour moi, c'est l'une des pires choses qui puisse arriver dans une société. C'est qu'on annule, justement, l'échange d'idées, la défense des idées, et du coup, on annule le droit de pouvoir changer d'avis parce qu'on ne peut plus avoir accès à une contradiction. Et ça, c'est un gros problème. Un très gros problème, je pense. Et je le vois de plus en plus chaque jour. Voilà. Ok. Merci pour cette réponse. Donc oui, politiquement, parce que c'était initialement la question. Donc en fait, ouais, tu t'imagines plus peut-être de gauche dans une philosophie globale, mais sans représentativité en France. C'est ça. Et économiquement, je sais pas, comme je t'ai dit. Et c'est ça le problème, c'est que... Oui, c'est là je parlais du côté social. Oui. Voilà. Du côté social, oui, plus de gauche, oui, bien sûr. Le côté social, oui, ça c'est sûr. Ok. Merci beaucoup. Donc le premier des thèmes sur des qualificatifs qui reviennent souvent, c'est les 3 petits mots raciste, xénophobe et fasciste. Ça, c'est des qualificatifs qui sont appliqués à ta personne à plein d'endroits. Alors, est-ce qu'il y a une fumée sans feu? Ça, c'est l'expression consacrée. T'as eu des propos sur X et les gens ont tiré des conclusions. Je vais... Quelquefois vrai, en plus. Hein. Est-ce que... Alors, la première question, c'est est-ce que tu penses que les gens interprètent parfois mal ce que tu déclares? Je vais le reformuler. Je pense que quand il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ce que je dis, c'est que j'ai pas très bien exprimé mon idée. C'est bien de le penser comme ça. Je me remets beaucoup en question là-dessus sur X, et c'est un laboratoire pour moi, X. En fait, je teste beaucoup de choses. Et vraiment, je teste beaucoup de choses, beaucoup de façons, beaucoup de provoquer de façons différentes. C'est un laboratoire open source quand même, donc fais gaffe. Oui, je sais, mais justement, ça sert aussi mon combat, celui qui tente à élargir étendre la fenêtre d'Overton de tous les côtés. Hein. Moi, je ne cherche pas à la tirer, je cherche à l'étendre de tous les côtés. Donc, ça sert aussi ce combat-là. Parce que je suis prête justement à revenir sur certaines choses que j'ai pu dire, à les assumer, à les critiquer si je ne pense plus la même chose, etc. Mais je teste beaucoup de choses. Et quand des gens comme là, par exemple, pour prendre le The Event, pour donner un exemple, je pense pas que ce soit parce que je me suis mal exprimée. Je pense que c'est parce que quand on a une idée, une croyance, une certitude, on fait quoi? On se laisse aller vers nos biais de confirmation. Et que si on voit un tweet de moi, même s'il est daté, qui confirme la pensée des gens qui sont énervés à cet instant, c'est bon, ça suffit. Ça suffit. Et ils peuvent l'interpréter. Et... Oui, après, je sais pas. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je sais pas, mais le résultat est là. C'est que ça arrive. Donc, il faudrait que je fasse attention, plus attention. Mais comme je te l'ai dit, ça sert aussi le combat de la liberté d'expression parce que ça permet d'étendre, en tout cas selon moi, hein, juste pour résumer, je veux pas m'emporter trop loin, mais je suis pour une liberté d'expression quasiment totale, philosophiquement parlant, je veux dire, quasiment. J'ai découvert John Stuart Mill grâce à Jack Le Fou et pour le coup, je suis très proche, si ce n'est pas en parfaite adéquation, mais
parce que je connais pas tout de John Stuart Mill, mais sur cet aspect-là, c'est quelque chose que je défends. Et je pense que d'habituer les gens à dire des absurdités, je parle pas d'atrocités, je parle d'absurdités, des choses qui peuvent paraître absurdes, qui peuvent paraître grossières, vulgaires, bah c'est aider la liberté d'expression. C'est aider le fait de rendre acceptable, de se dire bah si j'ai envie de m'exprimer avec des mots grossiers et vulgaires pour défendre une idée, j'ai le droit de le faire. Tant que je m'attaque pas à des gens, tu vois, tant que je ne diffame pas, tant que je ne menace pas, tant que je n'incite pas à une haine envers des individus. Tu vois, il y a quand même une limite et j'arrive à la cadrer, cette limite. C'est tant que tu ne dépasses pas ces limites-là, alors la liberté d'expression, normalement, devrait être totale. Comment est-ce que tu fixes cette borne-là, par exemple? Parce que tu dis, effectivement, ça doit pas appeler à la haine envers des populations, des communautés. J'empiète un peu sur une partie d'après, mais c'est important. Et il y en a qui qualifieraient le travail que tu fais sur les réseaux, même actuellement, d'incitation à la haine, parce que ça donne l'impression que tu stigmatises une religion particulière et donc les individus. Et ça, faut le prouver. Faut le démontrer. Faut démontrer en quoi critiquer une idéologie, c'est forcément parler des gens et critiquer les gens. Parce que une idéologie, c'est vaste. C'est-à-dire que je vais prendre justement faire ce parallèle. Aujourd'hui, on a la facilité, quand on voit des gens qui disent d'extrême droite, de voter RN, je veux même pas dire se disent d'extrême droite, disent voter RN, facho, fasciste, raciste, vous les racistes, vous les fascistes. Mais comment ça? L'idéologie de l'extrême droite est raciste et fasciste. Très bien. Oui, ok, je pense qu'il y a plein de points qu'on peut démontrer, effectivement, comme quoi cette idéologie est fasciste, ou autoritaire, ou raciste, ou même les trois dans certains cas. Mais est-ce que t'es allé voir les gens pour leur demander, leur poser la question de ce qu'ils pensaient? C'est pas parce qu'ils votent RN qu'ils partagent toutes les idées du RN. C'est pas parce qu'ils se disent appartenir à une idéologie que ça veut dire qu'ils la partagent 100%. Et c'est la même chose pour les musulmans. C'est pas parce que des gens se disent musulmans sunnites que forcément ça veut dire qu'ils partagent tout ce que moi je dénonce dans l'islam sunnite. Donc quand les gens disent ouais, quand vous critiquez une religion, vous pouvez pas dissocier les individus. Si. Et ceux qui disent ça, c'est parce que ça arrange leur discours de pouvoir continuer de traiter les gens qui votent RN de fachos et de racistes. Je pense que ça aide ce discours-là. Ça leur permet de ne pas avoir à se remettre en question là-dessus. Et pareil à droite, quand il y a des gens qui se disent de gauche ou communistes ou anarchistes, peu importe, libertariens de gauche ou de bref ou de droite d'ailleurs, c'est une facilité de les qualifier de gauchistes, de dhimmi, de islamo-gauchiste, islamo-compatible, charia-compatibiliste, des termes complètement cons. C'est une facilité. Que t'emploies aussi. Ah, mais moi, attention. Moi, je ne fais pas d'essentialisation. Je ne parle pas de ceux qui suivent l'idéologie. Je parle régulièrement, et peut-être que, justement, comme je t'ai dit, c'est un test, mais aujourd'hui, j'ai testé sur X, donc il y a certainement des tweets qui n'étaient pas encore affinés. Aujourd'hui, je fais très attention de ne pas faire cet amalgame. Je parle vraiment d'une idéologie, d'un concept, et je parle des gens qui suivent ce que je dénonce dans ce concept. C'est-à-dire que quand je vais parler des dhimmis, c'est parce que je vais parler d'un sujet précis, par exemple sur le droit du blasphème, d'accord, en ce qui concerne l'islam. Et que les gens qui vont soutenir le fait de ne pas avoir le droit de critiquer l'islam ou d'en parler ou de faire valoir son droit que la France nous donne, au final, ces gens-là représentent ce que dans l'islam est un dhimmi. C'est-à-dire quelqu'un qui se soumet à l'autorité de l'islam. Un dhimmi, c'est quelqu'un qui se soumet à l'autorité de l'islam. Je ne dis pas que les gauchistes sont des dhimmis. Je dis que ceux qui font ceci, et certains, en grande majorité, se disent de gauche, ceux qui font ça agissent comme des dhimmis. Et peuvent être comparés à des dhimmis selon l'islam sunnite. Et ça, je fais très attention maintenant, parce que c'est vrai que c'est très facile d'amalgamer. Et c'est important de toujours demander à une personne, qu'elle se dise de droite, de gauche, votez le RN, votez, qu'est-ce que tu penses sur ce sujet-là? Quelle est ton opinion sur celui-ci? Et pas, tiens, il est de gauche, donc c'est forcément un dhimmi. Ou tiens, il est de droite, donc c'est forcément un fasciste ou un raciste ou un islamophobe.
Voilà, en gros, c'est ce que je... Je sais pas si j'étais claire. Si, alors t'as été clair. Il y a juste un point sur lequel je reviens, parce que ça revient sur ma question, en fait, qui venait après. Est-ce que tu estimes avoir une responsabilité? Tu parles du fait que c'était un laboratoire. Ça, c'est ta conception de l'utilisation de X. Le truc, c'est que les gens qui consultent X, il n'y a pas de raison pour lesquelles ils pourraient se dire c'est pas premier degré, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et oui, je suis responsable, bien sûr. Je suis responsable, mais je ne suis pas coupable de derrière ce que ça engendre. C'est-à-dire de me faire traiter de me faire qualifier de raciste et sans prendre de gants. Hein. C'est une raciste, c'est une islamophobe, c'est une xénophobe, c'est une fasciste. Son contenu est intégralement basé sur le racisme, etc. Ça, je suis pas coupable de ça, par contre. Oui, tu es responsable de tes propos. Effectivement. Et l'interprétation qui en est faite, après, elle concerne les gens qui font cette interprétation. Et qui, après, peuvent s'en servir pour faire une forme de diffamation, mais sur la base de propos existants, de les extrapoler. Exactement. Je pense qu'il y a de l'extrapolation quand même beaucoup de ce que tu peux dire. Bah oui. Oui, non, bah oui. Je le pose de façon neutre. Mais le sarcasme et la provocation, ça, c'est dans le but de faire réagir aussi du côté de ceux qui sont pas d'accord. Si t'as pas envie, en fait, de créer un peu d'émoi et que les gens s'opposent à toi, t'es pas sarcastique, en fait, hein. Tu dis les choses d'une manière très officielle et tu fais pas de sarcasme et de provoque. Moi, j'en fais. C'est que je suis prête à accepter derrière la contradiction. Par contre, je ne suis pas prête à accepter qu'on me diffame et qu'on me calomnie ou qu'on m'insulte. Ça, non. Ok. Merci beaucoup pour ça. Donc là, je vais enchaîner quelques petites questions. Tu vas voir, on va mettre un peu les pieds dans le plat. Ça va avoir l'air d'un interrogatoire. C'est avant les tweets, mais c'est pour fixer le sens de certains concepts et pour voir. Parce que je peux pas te demander de poser la question, est-ce que t'es raciste? Est-ce que t'es raciste? Tu vas me dire. Non, je pense pas. Donc le but, c'est de. Après, je pourrais te sortir la phrase de Coluche. Hein. Je crois qu'on est tous le raciste de quelqu'un ou on est tous racistes. On est humains. Je sais plus la phrase de Coluche. J'ai pas cette phrase. Mais je me souviens plus. Mais non, enfin moi, je pense pas être raciste. Mais du coup, je vais poser une série de questions un peu plus précises, justement, pour associer au concept de racisme de façon générale. Est-ce que tu penses que le concept de race a du sens? Biologiquement de façon générale, mais humain particulièrement. Pour moi, elle en a jamais eu à la base. Maintenant, aujourd'hui, la société, comme elle utilise le mot race, racisme et tout, c'est compliqué, en fait, de s'adapter avec... Est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il faut pas prendre en compte le terme aujourd'hui? Pour moi, ça n'a aucun sens. Le terme race, pour moi, n'a aucun sens. Mais dans le discours politique aujourd'hui, à gauche, on a l'impression que c'est redevenu important. Ce qui, pour moi, qui suis né dans les années 90, c'est totalement aberrant. Parce que justement, à gauche, on était contre cette notion de race, en fait. Et là, c'est pour ça que je t'avoue qu'en ce moment, je comprends pas trop. Mais moi, ça n'a aucun sens. Pour moi, le mot la race n'a aucun sens, non. Ça n'a jamais eu de sens. Je te pose la question pour clarifier, même si j'ai compris de ta réponse. Moi, qui suis blanc, ma race n'est pas différente d'un homme noir. Ou d'un homme maghrébin. Non, il y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Oui, non, mais voilà. On s'entend, c'est juste pour que tu le verbalises. Après, il y a des cultures, voilà, mais la race, non, c'est la race humaine. Il y en a qu'une, oui, bien sûr. Bon, après, on pourrait même, biologiquement, là, c'est le côté scientifique qui met sa casquette, mais parler de race humaine, ça a déjà peu de sens. Et d'espèce humaine non plus. Oui, voilà, mais t'as compris. S'il faut le vulgariser, je dirais, il y a qu'une seule race, celle de l'être humain. Voilà. Et ceux qui auront la ref, tant mieux. C'est Kofi Olomide, je crois. Il n'y a pas d'orque, il n'y a pas d'elfe. Ce qui est triste, hein, mais c'est comme ça. Voilà. C'est Regarde, là, par exemple, juste pour dire, j'ai sorti une référence que j'ai apprise dans une chanson de Rof. Kofi Olomide, il n'y a qu'une seule race, celle de l'être humain. Voilà. J'ai pas cette ref-là, pourtant j'écoute quasiment que du rap français. Mais ok, j'ai peu écouté Rof. Je suis... Voilà, c'est toute mon adolescence, toute mon enfance, Voilà, enfin bref. Un de mes rappeurs préférés, d'ailleurs, qui est musulman, Kerry James. Plume incroyable. Mais Lino... Oxmo Puccino. Lino, oui, j'aime beaucoup, bien sûr. Voilà. Mais bon. Donc, ce que je te proposerais, moi, plutôt, si je voulais savoir si je suis raciste, il faudrait demander si je suis raciste à tous mes amis, tous mes potes et toutes mes fréquentations IRL, en fait. Ou ceux qui me fréquentent tous les jours. C'est à eux qu'il faut demander si je suis raciste. Moi, je sais que tu ne l'es pas. Mais je te pose je te pose ces questions justement pour que toi, tu puisses le verbaliser ou que les gens s'en rendent compte de ta propre parole. Et de ce que tu dis et des conséquences de tes propos. Je peux dire un truc que mon père m'a dit à une époque.
Mon père, il a un grand sens de l'humour. Quand j'étais plus jeune, adolescente, j'étais très engagée contre les inégalités, contre le racisme, contre les injustices que mes amis ou que mon entourage pouvaient subir. Et mon père, pour me taquiner un jour, il m'a dit Casus, je m'appelle pas Casus, mais Casus, tu feras quand même attention de pas tomber dans le racisme. Et je lui dis mais pourquoi tu me dis ça, papa? J'étais choquée. Je me dis t'as pas un seul ami blanc quand même, hein. Et alors que c'est pas vrai. Mais il m'a dit ça pour rigoler, pour me faire, tu vois. Mon père, voilà, vous voyez le sens de l'humour de mon daron? Bah voilà. C'était pas un reproche qu'il me faisait, c'était un tacle. Voilà. Et un petit tacle pour me rigoler. Sachant que mon père, il me soutient. Voilà. Il me soutient, il me fait des petites piques. Et c'est important de dire ça. Je pense que c'était important de dire ça. Dire cette petite... Et qu'on ne fasse pas dire ce que tu n'as pas dit encore une fois, tu n'es pas raciste parce que tu as des amis noirs, par exemple. Ça n'a aucun sens, cette phrase. Ça n'a aucun sens, cette phrase. Non, mais c'est une défense. Enfin, c'est une défense que des personnes accusées de racistes peuvent souvent sortir de façon. Enfin, c'est ridiculisé très vite. Hein. Oui. Je déteste pas les Arabes. Je mange du couscous. Tu vois, c'est les phrases débiles. On est d'accord. Et il y a Gaïs qui l'a expliqué ça. Il a dit qu'effectivement, quand tu sors la carte le token de l'ami noir ou de deux amis noirs ou un ami noir, bref, ça peut effectivement être tourné en ridicule parce que ça voudrait dire que c'est l'ami unique, déjà. Donc, c'est que, avec les autres, ça pose problème, apparemment. S'il y en a qu'un seul qui est ami avec toi, c'est peut-être, tu vois, que ça peut poser problème. Mais quand, littéralement, tout ton entourage est multiculturel, tout ton entourage multiculturel, et qu'il y en a aucun qui se plaint de toi en des termes de racisme, je pense que, là, il le dit, je pense que c'est un peu plus conséquent comme preuve, finalement, d'un non-racisme que d'affirmer que t'as un pote noir ou un pote arabe. C'est vraiment la structure autour de toi, comment tu vis, comment tu es, les idées que tu défends. C'est ça qui dit si t'es raciste ou pas. C'est pas c'est pas le fait que t'aies un ami noir ou plein d'amis noirs, en fait. Mais ça donne une indication. Et Gaïs l'a très bien expliqué. Je vous invite à aller voir son tweet là-dessus. Voilà. Tout à fait. La question suivante est même encore bête dans ce principe-là, mais est-ce que tu penses qu'il y a une hiérarchie d'intelligence naturelle entre des groupes d'individus par rapport à un qualificatif particulier? Non, je ne pense pas qu'il y ait une hiérarchisation d'intelligence. Je pense que l'intelligence s'adapte en fonction de là où on vit, de ce qu'on endure, de ce qu'on est obligé, de comment on doit s'adapter. C'est-à-dire que dans des sociétés, tu vas avoir certainement une intelligence beaucoup plus pratique. Dans d'autres sociétés, ce sera plutôt une intelligence peut-être plus dans la philosophie, la réflexion, parce que il y a d'autres problèmes, si tu veux. Et au final, les intelligences sont différentes, même en fonction peut-être de ce que tu vis. En France, par exemple, il y a des gens qui auront une intelligence, comme je l'ai dit, pratique et manuelle, quelque chose qui leur permet justement d'être intelligents. Parce que c'est ce qu'ils ont besoin pour avancer et pour pouvoir progresser, etc. Et d'autres qui auront peut-être une intelligence plus intellectuelle. On peut parler, par exemple, de philosophie qui ne concerne que très peu de gens, mais parce qu'on a la possibilité de le faire. Alors, tu vois, c'est vraiment en fonction. Et il y a des gens qui vont être intelligents, qui vont sembler intelligents parce qu'ils savent parler, parce que voilà, et ils ont une intelligence, et d'autres, on aura l'impression qu'ils ont l'air un peu teuteux, et au final, ils ont une autre forme d'intelligence qui est tout autant importante. Et c'est je prends le schéma, par exemple, à l'école, le système de notation, moi, je le remettais pas en question il y a encore quelques années, je le remets de plus en plus en question. Le système de notation devrait être adapté en fonction de ce que les élèves sont capable de produire. On peut pas, si tu veux, on n'a pas tous les mêmes justement, d'un point de vue matérialiste, on n'a pas tous les mêmes prédispositions parce qu'on n'a pas tous eu accès aux mêmes choses. Donc, quand tu as un enfant qui a eu accès à beaucoup de connaissances scientifiques, etc., et que tu lui demandes d'être bon en mathématiques ou en physique, ça va super bien aller. Mais un enfant qui n'aura pas eu le même accès à tout ça,
il aura peut-être eu accès à d'autres choses, développer d'autres connaissances, d'autres choses qui ne sont pas prises en compte à l'école. Et ça, c'est dommageable. Parce que du coup, ce gamin, il aura des mauvaises notes. On le considérera comme un cancre et comme un bêta. Alors qu'au final, c'est juste qu'on n'aura pas su mettre le doigt sur ses vraies forces et ce qui permettra de le valoriser, de se faire et de justement lui permettre de s'intéresser à tout ce qu'il ignore. Voilà. Est-ce que j'ai répondu en donnant cet exemple? Ok, parfait alors. Pour moi, t'as répondu, c'est juste effectivement que tu ne qualifies pas une forme d'intelligence propre, du coup, à une forme d'ethnie ou de différence physique. Ouais, c'est plus l'environnement qui va déterminer ce genre de critères. Et je suis très triste parce que j'ai un problème technique sur le PC. Je viens de perdre ta TikTok Live Studio. Bon, tant pis. Ça marche en tout cas, non? Ouais, non. Ça marche. Il y a tout qui marche, mais c'est juste que je ne vois plus ta caméra. On va faire comme si je te voyais. Fais genre tu me vois. C'est ça. J'ai combien de doigts? Oula. 10, comme tout le monde. Oh, ça veut dire quoi, ça? Quoi? Moi, je le dis, 2 jambes comme tout le monde. C'est vrai. J'ai vu la question passer dans le chat, c'est combien t'avais de jambes? Comme ça... 2 comme tout le monde. C'est ça. Effectivement. Alors, la question suivante, du coup, parce que t'as parlé de culture et de différenciation de culture, est-ce que tu penses qu'il y a des cultures qui sont supérieures à d'autres? Et si oui, supérieures à quel niveau? Voilà, c'est ça, définis-moi supériorité. Non, je sais, non, j'ai compris. Supérieur, non. Par contre, il y a des cultures qui ont ramené plus de choses dans un domaine et d'autres dans un autre domaine et d'autres dans un autre domaine et d'autres dans encore un autre domaine. Et c'est ça qui fait qu'au final, on peut pas hiérarchiser parce que dans chaque société, finalement, tu vas trouver des choses, mais il faut s'y intéresser. Il faut clairement s'y intéresser, en fait. Moi, je connaissais pas du tout la culture kabyle. J'ai commencé à m'y intéresser, pareil, en rencontrant mes nouveaux amis kabyles à l'époque. Je me suis rendu compte que, waouh, quand on s'intéresse à cette culture, on se rend compte qu'il y a des choses incroyables dedans qui se sont passées. Alors peut-être pas scientifiquement, mais mais derrière, il y a une volonté réellement d'indépendance, de liberté chez le peuple kabyle et Amazigh dans son ensemble, qui est fascinante et qui est, pour moi aujourd'hui, un grand exemple au vu de ce qui se passe aujourd'hui en France. Donc non, on peut pas dire qu'il y en a qui sont supérieurs. Dans certains domaines, il y a des choses, comme je t'ai dit, il y en a qui ont ramené des choses sur un domaine un peu plus que d'autres, et d'autres qui se seront justement valorisés sur un autre domaine. Voilà, en gros. Ok, je pose aussi la question, et on reparlera de ce personnage-là de Michel Onfray un peu plus tard dans les rapprochements idéologiques, mais Michel Onfray, tu vois, par exemple, sur ce point-là, ouais. Il a un discours très différent du tien. Et quand on lui a posé la question, je pense que c'était dans On n'est pas couché, j'ai plus l'extrait en tête. Et ça m'avait fait grincer des dents, ce qu'il a dit. D'accord. Parce que d'un côté, je comprends où il veut en venir sur certains aspects, mais ça permet pas d'hiérarchiser. Parce que derrière, il y a aussi les moyens. Par exemple, on va dire, oui, l'Occident a permis à la science de progresser incroyablement ces dernières années. Ouais, parce qu'on a les moyens. Dans les exemples qu'il citait, donc, il parlait des comparaisons culturelles entre des sociétés, mais il parlait aussi, par exemple, tu vois, la différence qu'il peut y avoir entre la bande dessinée et un roman de Balzac ou autre, un très bon roman, ou que sais-je. Il fait aussi cette distinction-là, qu'il y a une forme de sous-culture, par exemple, dans la bande dessinée. Oui, mais ça justement, c'est méprisant. Ça, c'est méprisant. C'est comme dire que le rap, c'est de la sous-culture. Je suis pas d'accord. Je suis d'accord pour dire que c'est de la sous-musique parce qu'il y a pas trop Non, je rigole. Non, même pas ça, tu vois. Même pas ça, tu vois. Pas me vexer, là. Ah non, mais j'aime beaucoup le rap aussi, donc je peux pas. Mais c'est méprisant, en fait. Et non, il y a pas de sous-culture. Il y a des choses qui parlent plus au peuple populaire. Pourquoi il y a des choses qui parlent plus? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes outils et que quand il y a des choses qui parlent plus, ça veut dire que c'est bien, ça parle à un maximum de personnes en plus de ça, sans qu'ils aient besoin d'avoir les mêmes outils. La BD, c'est parfait. La BD, peu importe que t'aies été élevé dans les romans de Balzac et de Jules Verne ou que t'aies été éduqué avec la télé-réalité, une BD, c'est vraiment, vous avez compris, hein, c'est vraiment pour caricaturer. La BD, tu seras capable de la comprendre, tu seras capable d'avoir accès, tu seras capable de même t'y intéresser, parce que même si t'as pas l'habitude de lire,
Donc c'est pas une sous-culture, c'est un outil qui permet justement de faire passer des idées à tout le monde sans avoir ce mépris de « oui, mais ça manque de culture ». C'est méprisable. C'est du mépris. Ok, bah pour l'instant, j'ai pas de point de débat avec toi. Ok, merci beaucoup pour ça. Est-ce que tu as des a priori négatifs ou positifs d'ailleurs sur des attributs que certains individus peuvent avoir? Je mets les pieds dans le plat. Si tu vois une personne noire, une personne maghrébine, est-ce que instinctivement tu as des a priori négatifs sur lui ou pas? Ou blanche d'ailleurs? Non, alors négatif non, mais j'ai eu des a priori et j'en ai encore, hein. Mais pas forcément noir ou arabe. T'en as sans même t'en rendre compte. Et ça, je l'ai compris. Alors je saurais pas te les citer parce que justement, si je les connaissais ces a priori que j'ai, bah je ferais en sorte de les faire partir. Tu veux dire par une forme de déterminisme, tu as ces en fait parce que tu n'es pas dans le contrôle de tes pulsions de pensée. Exactement. On va dire. Exactement. Mais par exemple, je donne un exemple. Avant de connaître les apostats, c'est vrai que quand je rencontrais une personne qui pouvait avoir un faciès maghrébin, je me disais, il y a de grandes chances qu'il soit musulman. Et je me disais même, il doit être musulman. Aujourd'hui, je me dis, il y a possibilité qu'il soit musulman, mais il y a aussi possibilité qu'il le soit pas. Parce que, effectivement, ça veut plus rien dire. C'est pas parce que t'as une personne maghrébine, j'aime pas ce terme, depuis que tu vois, comme quoi, je n'ai plus ce terme, d'Afrique du Nord ou arabe, qui est forcément musulman. Et justement, il faut se battre contre ça, ces automatismes. Parce que tu es telle ou telle origine, alors tu as forcément les caractéristiques prédominantes dans le peuple ou la culture du pays d'où tu viens. Bah non, en fait, ça marche pas comme ça. Je pense que ça n'a jamais marché comme ça. Mais aujourd'hui, il faut surtout plus que ça marche comme ça. Voilà. Donc, est-ce que j'ai sinon des avis, des préjugés négatifs? Non, ça, j'ai jamais eu ça, pour le coup. Ça, je pense que j'ai jamais eu. Par contre, quand quelqu'un me dit quelque chose, là, effectivement, des fois, tu peux avoir peut-être une petite pensée en me disant, est-ce que... Mais c'est vraiment en fonction des idées ou de ce que quelqu'un a dit. Mais tu vas chercher justement, à préciser. Tu vas poser les questions pour que la personne précise mieux ce qu'elle dit, pour savoir si tu as raison d'avoir ce questionnement ou si tu as tort. Mais physiquement, non, non. Là-dessus, non. Peut-être, alors si, je vais pas mentir, à une époque, peut-être que c'est pas la couleur, c'est pas l'origine, ce serait peut-être plutôt l'attitude. Sur l'attitude, j'ai pu avoir, et c'est même sûr, j'ai eu sur l'attitude des préjugés et des clichés. Sur l'attitude. L'attitude. Quand tu vois quelqu'un qui a une attitude qui toi, te pose enfin, pas te pose problème, mais si, ouais, te pose un peu problème, tu vois. Bah directement, tu vas peut-être avoir une facilité à condamner directement l'individu en disant vas-y, il en vaut pas la peine. Et en fait, bah depuis plus d'1 an et demi, je me suis rendu compte que ça marchait pas comme ça. Et c'est pour ça que c'est important d'aller dans le dialogue. Je te donne un exemple. J'avais fait à l'époque, je le dis, je parlais souvent tu sais, on disait les chances pour la France, etc. Mais les chances pour la France, moi, je l'ai pas utilisé dans le terme les migrants. Moi, je parlais surtout de caricaturer des mecs qui tiennent les murs et qui insultent. Tu vois, qui font du sale tout en faisant des leçons de morale. Tu vois, déjà ça, ce que je suis en train de faire là, c'est un stéréotype. Et je le faisais à l'époque. Aujourd'hui, je le fais de moins en moins. Parce que je trouve effectivement des bonnes raisons de me donner tort. Donc, naturellement, je m'en éloigne. Et je ne fais plus ça aujourd'hui. En tout cas, ce que je viens de citer là. C'est important que tu cites depuis 1 an et demi, parce qu'on verra que souvent les tweets qu'on va citer datent d'il y a à peu près 1 an et demi. Ouais. Donc c'est assez important. Et j'ai une bonne explication, et je suis sûre qu'à la fin, du coup, ce sera comment le climax, la conclusion, l'apogée. Oui, l'apogée, voilà, l'apogée. Bref, désolé. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu penses quelque chose de particulier des blagues qui visent des minorités ou des communautés? Que ce soit les juifs, que ce soit les noirs, que ce soit les arabes. J'encourage les blagues. J'encourage les blagues. C'est simple.
j'aime pas faire ça. Mais d'ailleurs, j'ai jamais fait. J'ai jamais fait jusqu'à ce que je m'engage en tant que militante politique, on va dire. Sachant que je savais pas du tout que j'étais militante politique quand j'ai commencé à le faire. Mais bon, j'ai annoncé mon handicap il y a 2 ans à peu près, 2 ans sur les réseaux. Avant ça, j'ai toujours défendu les blagues sur les minorités. Toujours. En disant, mes blagues préférées, c'est les blagues racistes, handiphobes et misogynes. Personne savait que j'étais handicapée. Et aujourd'hui, je le dis encore. Mes blagues préférées, c'est les blagues sur les personnes handicapées. Donc, oui, j'encourage les blagues, l'humour noir. Mais attention. Il y a humour et il y a stigmatisation d'individus. C'est-à-dire que tu peux très bien faire un tweet qui est drôle, qui est sarcastique, mais dedans, ce que tu as dit stigmatise réellement des individus. Donc, c'est pas la blague qu'on va te reprocher, c'est le tweet ou ce que tu as dit, ce que ça a voulu dire. Même si c'est de l'ironie, du sarcasme, peu importe. Tu n'as pas voulu dénoncer quelque chose de manière ironique et sarcastique, avec de la vulgarité, avec de l'humour noir, etc. Tu as voulu clairement discriminer en le faisant. Et je peux donner un exemple. Avec lequel je me bats depuis 4 jours là. Allah déteste les P-words. Allah est un gros connard. J'ai utilisé un terme, P-word. Ce terme-là est répréhensible par la justice. Tu n'as pas le droit de le dire, même pour défendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des militants LGBT qui diraient « vive les P-words », ils peuvent se faire poursuivre en justice. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'être, c'est-à-dire qu'ils peuvent. La loi le permet. Je trouve ça totalement inadmissible. Ce qui devrait permettre de entamer des procédures, c'est sur la volonté de nuire ou de défendre. Je pense en tout cas. Je ne suis pas. Attention. Là, je vous explique là où j'en suis maintenant, dans mon évolution de pensée. Peut-être que dans quelques mois, 1 an, 2 ans, je te dirai plus ça. Peut-être que j'aurais affiné mieux et que je dirais non. Là, à ce moment-là, je disais une connerie. Mais là, aujourd'hui, moi, je pense que quand on dit, excusez-moi, Allah déteste les P-words, Allah est vraiment une grosse merde. Je suis désolée, mais moi, je pense que ça montre que je démonte une idéologie qui se veut totalement homophobe pour défendre justement une minorité qui est clairement menacée par l'idéologie dont je parle. Donc tu n'es pas homophobe. Ah bah non. Ça pour le coup, c'est pas un reproche qu'on t'a beaucoup fait, je crois pas. On me l'a fait. Si, il y en a qui m'ont fait. À gauche. Ok. Pas tous, hein, mais certaines fois, si. On m'a qualifié d'homophobe. Est-ce que tu penses pas qu'il y a des blagues, justement, qui, dans la bouche de certaines personnes, sonnent comme une certaine forme d'agressivité ou d'une haine planquée, tu vois, c'est sous couvert de l'humour. En fait, tu balances un truc que t'as au fond de toi qui est une haine spécifique, même si la blague est bonne. Est-ce que tu penses Et alors Et alors, si on donne le droit à des gens de dire quelque chose, on doit l'autoriser à tout le monde. Et ensuite, c'est à nous de le questionner, cette personne. Qu'est-ce que tu as voulu dire là-dedans ? Bah, moi, je te réponds easy. Moi, j'ai voulu dire que les homosexuels méritent les mêmes droits que tout le monde, et Allah les détestant et leur refusant ces droits, je combats Allah. Je combats cette idéologie parce qu'elle combat les droits des homosexuels. Moi, j'arrive à l'expliquer, tu vois. Quelqu'un qui aurait une haine réelle et qui utiliserait cet humour pour justement, comme tu l'as dit, exprimer cette haine intérieure, bah faut lui poser la question. Pourquoi est-ce que tu dis ça ? Qu'est-ce que tu entends pour être sûr ? Et là, il sera obligé de te dire les choses. Soit il n'assume plus, et dans ce cas-là, c'est une réponse en soi, on sait, mais il a eu le droit de le dire. Ou de ne pas le dire. Là, une fois n'est pas coutume, je donnerais même une petite opinion par rapport à ça. Mais c'est que aussi, vaut mieux que les gens puissent le dire parce que le garder pour eux dans leur cercle familial proche, ou même juste le garder entériné en eux sans qu'ils l'expriment jamais, bah ça nous empêche de le voir aussi. Exactement. Et ça peut être un peu plus dangereux à terme. Exactement. Merci d'avoir rajouté ça. J'ai failli l'omettre. Donc je l'ai omis d'ailleurs. Donc je te remercie. Oui.